Alors, bonjour, bonsoir, je ne sais pas. Bonjour, bonsoir, bonjour. Nous allons donc parler aujourd'hui, cet après-midi, du long métrage en cours de production de Jérémy Clapin, ici présent, que je vais vous présenter de ce pas. Donc Jérémy Clapin a 44 ans, si je ne m'abuse. Hein ? Il est bien sous tout rapport. Non, il est diplômé de l'ENSAD, il est animateur, illustrateur, et il fut même un temps prof de tennis si vous avez besoin de cours. Il est réalisateur de 3 courts-métrages, une histoire vertébrale en 2004, une romance entre 2 âmes esselées qui finissent par se croiser après s'être longtemps tourné le dos, Schizoïne, histoire d'un homme qui se retrouve à 91 cm de lui-même, après avoir été frappé par une météorite en 2008. Un film nommé au César du meilleur court-métrage avant la création. Oui, voilà. Merci, Jérémy. Schizoïne qu'on voit au milieu, en haut, et une histoire vertébrale au milieu, en bas. Donc, Schizoïne nommé au César du meilleur court-métrage avant même la création de la catégorie animation. Chapeau. Et qui a également obtenu le prix Découverte, si je ne m'abuse, du court-métrage à la Semaine de la Critique à Cannes. Et un 3e court-métrage, Palmipédarium, en 2012. Alors, je ferai une très brève première question, première remarque, avant que Jérémy nous présente longuement le processus d'écriture et de réalisation de son nouveau film « J'ai perdu mon corps ». Moi, il y a quelque chose qui me frappe, en tout cas dans votre travail, ou ton travail, je ne sais pas si on peut se tutoyer peut-être. Oui. À propos de la jeune fille sans main. Tu vois le rapport. C'est lui qui m'a expliqué l'idée. Voilà, c'est ça. Sébastien Lodenbach disait qu'il aimait parler de l'amour charnel sans passer par les corps. Alors, Jérémy Clapin, on peut dire que vous aimez parler du corps en le déformant, en le rendant étranger à lui-même, distant par rapport à lui-même, tellement distant qu'une main sectionnée est dotée, dans votre long métrage, d'un flux vital et doué de raison. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps, Jérémy Clapin ? Question. Un petit peu ballonné, là après avoir mangé ce mini. J'ai un petit peu grossi pendant ces 5 ans de fabrication aussi, donc merci de me le rappeler. Non, c'est vrai qu'il y a eu le film Une histoire, je ne l'ai pas vu malheureusement, j'ai vu aucun film depuis à peu près 3 ans parce que je bosse d'arrache-pied sur ce film et j'ai très envie de le voir. Heureusement qu'on n'est pas sorti la même année ou le même jour, ça aurait été drôle. Non, au niveau du corps, en fait, là, en l'occurrence, c'était à l'initiative d'abord de mon producteur de vouloir adapter ce film. Et on s'est rencontrés d'abord comme ça. Donc, je dirais au début, ce film, ce livre, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est vraiment la démarche de Marc Dupont-Avis qui est venu me rencontrer. Et je pense qu'il a fait des analogies à ce sujet-là, sur cette thématique-là. Parce qu'il faut, j'ai oublié de dire, excusez-moi, élément essentiel, que le synopsis très rapide de J'ai perdu mon corps, c'est l'histoire d'une main sectionnée qui cherche à retrouver le reste du corps. Oui, ce qui m'a fasciné, ce qui m'a vraiment plu dans ce livre-là, c'était ce point de vue inédit et absurde et en même temps poétique de cette main à qui il arrive le pire, à savoir perdre le reste de son corps. Et on pourrait croire que finalement l'histoire s'arrêterait là, mais finalement toute l'histoire commence à partir de ce moment-là. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé un petit challenge quand même à accepter de faire ce projet, qui était assez complexe quand même, parce que c'était beaucoup de mise en scène. Il y a eu beaucoup d'appropriation par rapport au point de vue qui était raconté d'une certaine manière dans le livre. Il fallait quand même que je m'extrais, fallait que je cherche ailleurs, parce que ce qui marchait dans le livre ne marchait pas forcément dans le cinéma. Il faut dire que c'est une adaptation également d'un livre de Guillaume Laurent, qui date de 2006, je crois, et qui s'appelle Happy End, et que tu as largement remanié. Est-ce que tu veux commencer à en parler ou est-ce qu'on regarde d'abord un petit teaser ? Je propose peut-être de lancer un petit teaser très énigmatique. Pour mettre en appétit.
et je raconterai un petit peu plus sur le film après. Voilà, donc très court. Merci. Et moi aussi, j'ai applaudi quand il me l'a présenté. Alors, donc ça, c'est... Donc je vais parler un petit peu de ce film, parce que dans l'écriture, dans le processus d'écriture, j'étais pas un professionnel, je ne suis pas un professionnel de l'adaptation. J'ai pour usage en fait de réaliser les histoires que j'écris, et je me suis, ça a été long, disons, la maturation autour de ce travail d'adaptation. Aussi parce que on a commencé à coécrire le scénario avec l'auteur du bouquin, qui peut-être aussi me demandait beaucoup plus de prendre les rênes de cette adaptation-là, peut-être une position que je ne voulais pas forcément prendre, où j'étais toujours un peu en retenue par rapport à mon inexpérience peut-être sur le long 1 et sur l'adaptation de livre. Et puis au bout d'un moment, à force de chercher, de ne pas trouver, de continuer à chercher, je me suis dit, bon, bah, si toi tu avais eu l'idée de ce bouquin, déjà, en quelques mots, quelle aurait été l'idée et comment tu aurais travaillé toi avec cette matière première? Et en fait, moi, je travaille très vite avec des schémas, un peu des cartes, un peu, pour prendre l'expression peut-être d'Anka, finalement, ça a un petit saucisson aussi. Mais ça, je l'ai trouvé au bout de quelques années, donc j'ai un peu vieilli. Mais bon, c'est de l'expérience, ça s'appelle l'expérience. Et donc moi, je travaille avec des schémas assez simples. Et le film, finalement, utilisait un schéma assez simple au cinéma et finalement assez connu. L'histoire de, je me lève, excusez-moi, l'histoire de deux êtres faits l'un pour l'autre, intimement liés, on va dire, que le destin sépare et qui finissent ou pas par se retrouver. C'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment au cinéma. Et finalement, cette histoire-là, si je l'appliquais, s'appliquait exactement au concept aussi. Donc on avait deux parcours. On avait le parcours de... Je me relève. Tu pourras cliquer quand je... Oui, éventuellement, oui, si tu veux. On a le parcours de Naoufel, un jeune homme d'une vingtaine d'années, et sa main droite, ici, en rose. Et le film commence en fait à partir du moment où ils sont séparés. Le film démarre vraiment sur cette main qui se retrouve au fond d'un frigo, dans une poche en plastique, et elle décide de partir à la recherche de son corps. Et donc, à travers son parcours, ça se passe à Paris, à travers son parcours, à travers la ville, où il se passe plein de choses, on va revivre sa vie commune quand elle était attachée avec son corps ici. Et c'est comme ça qu'on va découvrir l'enfance de ce personnage, ce qui les lie aussi tous les deux. La vie, il a plutôt une vie heureuse à Rabat, l'accident de ses parents, la mort de ses parents même, donc il est obligé de bouger sur Paris chez un oncle plutôt acariâtre, une adolescence plutôt insignifiante, sans grande perspective, jusqu'à la rencontre inattendue avec une jeune fille, Gabrielle, dont il tombe amoureux. Et le drame, évidemment, arrive et ils se séparent ici. Donc vraiment, le film se concentre beaucoup, s'articule beaucoup autour de ces deux récits, ces deux personnages qui constituent en fait un seul et même personnage et une seule et même histoire. Voilà. Ça se complique. Donc, si... je ne me rappelle plus ce qui se passe. Donc voilà, tout démarre ici. Et les flashbacks, effectivement, vont nous entraîner. Donc il n'y a pas autant d'action, c'est un peu pour faire style, mais il n'y a pas que de l'action. Il se passe plein de choses. Il y a aussi, au début, ce qui est un voyage plutôt physique et d'un personnage qui n'est pas adapté finalement à Paris et qui n'est pas adapté à plein de choses, à la ville, se transforme petit à petit en un road movie avec une dimension plus métaphysique, évidemment. Et on va découvrir vraiment, le personnage va nous être raconté par le prisme de cette main, donc, qui va nous ramener à l'enfance, déjà où pour une main d'enfant, il y a toute une aventure qui se passe autour des premières poussées dentaires jusqu'aux premières notes de piano, tout l'éveil d'essence. Donc on est vraiment plongé dans un point de vue où finalement, comme pour toute main, d'être attaché à un corps, c'est déjà une énorme expérience. Et bien sûr, sa plus grande aventure va commencer à partir du moment où elle se retrouve seule. Ça, c'est l'écriture du scénario. On est bien toujours sur le scénario. Voilà, je pense qu'on a vendu le scénario là-dessus. D'accord. Non, mais en fait, c'est vraiment l'écriture
Après, à l'intérieur de ça, il y a encore d'autres parties, ou de saucissons, je ne sais pas comment on peut dire, où je commence à greffer d'autres articulations. Je fais peut-être le même genre de schéma sur les thèmes abordés dans le film pour essayer de les faire progresser aussi. Mais c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et donc ça c'est quelque chose que tu as élaboré seul ou avec Guillaume Laurent? Non, je l'ai fait seul, en fait, parce qu'il y a eu des versions où j'ai écrit le livre. En fait, je n'ai pas fait ces schémas-là. J'ai essayé de travailler autrement que la façon avec laquelle j'étais à l'aise. Et du coup, c'était pas très fructueux, donc ça, c'est les flashbacks. Et d'accord. Et donc, et évidemment, voilà. Et là, ça, c'est une mouche qui se balade un peu partout dans l'histoire. Et il faudra voir le film pour essayer de comprendre ça. Ça va se recoller, si je puis me permettre. Voilà. Mauvais jeu de mots. Et donc après, une fois cette étape franchie, qui m'a permis d'y voir plus clair sur la réécriture. Combien de temps le scénario? Il s'est passé pas mal de temps. Je crois qu'on s'est rencontrés fin 2012, quelque chose comme ça. Donc effectivement, j'ai fait d'autres projets à côté. Je faisais un cours, je terminais un court-métrage. Et j'ai fait d'autres collaborations à côté. C'est très espacé, en fait, les écarts. Mais je crois qu'à un moment donné, le temps aussi, on a besoin de ce temps pour... Enfin, moi, j'en avais besoin pour vraiment digérer ce concept-là. Je vous montre le retour. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'animatique qu'on a dû faire pour deux raisons. Je pense, ça m'a aidé à mieux appréhender le langage de la main, autour de la main, parce que c'est un personnage qui n'a pas d'œil, ça reste une main. Et en général, le processus de narration au cinéma, il passe beaucoup par les visages, même essentiellement par les visages. On projette, le spectateur va projeter des envies, des idées à travers les visages des spectateurs. Et là, effectivement, il n'y en a pas, donc il fallait trouver comment réussir à faire que le spectateur soit pris d'empathie pour cette main. Et paradoxalement, en fait, quand on a un personnage masqué ou un personnage qui n'a pas de visage, finalement, c'est assez propice au rapprochement, parce que le spectateur a envie de se rapprocher de l'écran, presque de s'avancer sur sa chaise pour voir, essayer de capter vraiment ce qui se passe avec un personnage comme ça. De se projeter. Il se projette dans quelque chose qui n'a pas de visage. Donc le storyboard... Je vais vous montrer le storyboard, un extrait de l'animatique qu'on a fait pour convaincre aussi éventuellement trouver des intéressés sur le projet et pouvoir rassembler un peu de thunes, comme on dit. Et aussi pour se convaincre nous. Donc je vous montre pas 10 minutes, je couperai avant. Ça s'échappe.
je vais couper là. La suite en 2019. La suite en 2019. Donc je crois que tu m'avais dit que tu avais fait le storyboard avec un ancien résident de Fontevraud, Julien Bissaro. Je ne savais pas qu'il était résident. Voilà. Ouais. Oui, on a travaillé beaucoup ensemble. En fait, oui, on l'a poussé. Je ne fais jamais un storyboard comme ça en général, mais on l'avait vraiment poussé pour ce que je disais, c'est-à-dire vraiment essayer de convaincre qu'une main, on pouvait avoir un peu d'empathie, au moins on pouvait essayer de la suivre, avoir envie de la suivre. Évidemment, le film, après ça, développe d'autres aspects. Ce n'est pas que des courses d'obstacles et compagnie, ça se transforme en autre chose. Mais voilà, c'était vraiment pour pouvoir communiquer dessus et aussi pour l'équipe, savoir où on voulait tendre, tout ça. Donc je trouve que c'était un travail assez précieux de partir et de se dire qu'on fait 10 minutes. On en a fait même un peu plus, peut-être un peu trop. On a fait 10 minutes presque assez calibrées. Et après, je suis reparti en écriture derrière ça. C'est-à-dire que en fait, en faisant ces 10 minutes, je me suis dit, mince, je suis en train de passer à côté de plein de trucs sur le scénario. Et c'était très précieux pour moi d'avoir un temps de pause, en fait, pour me laisser digérer avec des images en tête. Et du coup, tout le monde avait les mêmes images en tête. C'était plus facile de communiquer dessus. Mais pourquoi ce besoin de réécrire après le storyboard? Parce que il y a beaucoup c'est très sensoriel comme film, donc ça passe beaucoup par comment dire, la façon dont la main appréhende le monde et tout ça. Donc il y avait des choses qui étaient quelquefois de l'ordre de la manipulation. Dès que je la manipulais, j'avais des idées qui venaient. Je trouvais que quelque chose qui me sautait pas aux yeux devenait évident et me permettait de voyager plus dans les deux récits du film. Il y a toujours les deux récits. Il y a vraiment cette histoire de la main. Mais parallèlement à ça, il y a aussi une histoire, l'histoire de Naoufel, qui dans le film commence quand il a 20 ans et qui, dans sa vie un peu misérable, enfin misérable non, mais livreur de pizza avec pas grande perspective d'avenir. Et au moment où il rencontre cette jeune fille, donc il y a toute cette histoire romantique qui est en parallèle de cette histoire de la main et qui vont se croiser, se répondre, peut-être se rencontrer au bout d'un moment. C'est deux temporalités différentes dans le film. Donc tu as eu cette dimension-là, cette personnalité de la main n'était pas assez présente dans la première mouture du scénario, c'est ça? Non, je pense que je cédais peut-être à des facilités d'écriture, de comique. Peut-être c'était très facile de rendre des petites situations un peu comiques, mais fallait décoller, quoi. Fallait aller au-delà de ça. Et je me rendais compte que je passais peut-être à côté d'un pan important du film en faisant cela. D'accord. Alors, je te propose. Est-ce qu'on voit d'autres images? Alors, je vais montrer. Comment on fait ça? Donc, je vais vous montrer. On en est actuellement donc au compositing. On démarre le compositing. Donc là, c'est par exemple une version d'une séquence. Où il y a le compositing en work in progress, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses à étalonner, qui sont à régler, mais on se rend assez compte du rendu du film. Je vais vous la montrer. Ça se passe, c'est une séquence qui se passe dans l'atelier de menuiserie. Alors pour essayer de vous resituer un petit peu la séquence, Naoufel, qui a 20 ans, qui est livreur de pizza, a fait une livraison un soir où tout s'est très mal passé pour lui. Il a eu un accident de mobilette. Il pleut des cordes dehors, la porte ne s'ouvre pas, il ne peut pas livrer sa pizza et de toute façon la pizza, il constate lors de l'accident, il l'a broyée, littéralement, donc il se refuse même que la fille descende pour aller la chercher. Et donc ils ont une conversation tous les deux à 30 étages de différence, parce que comme il attend que ça s'arrête de pleuvoir, il en profite pour discuter, et il tombe amoureux d'une voix en fait. La rencontre, c'est une rencontre assez inattendue. Et le lendemain, il a appris quelques infos pendant la discussion, comme quoi elle travaille dans une bibliothèque. Le lendemain, il recherche toutes les bibliothèques, une fille qui s'appelle Gabrielle. Il ne va pas oser la voir, il va la retrouver, mais il ne va pas oser la voir. Il va se mettre à la suivre dans la rue et à arriver dans une impasse où il y a une menuiserie. Et il se fait surprendre par la jeune fille qui dit « Qu'est-ce que vous foutez là ?» en gros. Et avec aussi le menuisier qui est l'oncle de cette jeune fille. Et lui, comme réflexe, il ne peut pas dire que je vous suivais depuis 30 minutes dans la rue, évidemment.
Et donc il décroche ce qu'il a sous la main et c'est une annonce pour devenir apprenti. Donc il devient apprenti comme ça. Et la séquence là, c'est à peu près une des premières journées à l'atelier. Voilà, c'était pour vous resituer. Alors je précise que c'est la première fois que Jérémy Clapin montre ces images, donc c'est une exclusivité mondiale ici à Fontevraud. Merci Jérémy. Merci Xilam. Je ne sais pas où il est. Donc le style graphique semble assez différent quand même de tes précédents courts-métrages qui étaient très stylisé. Très stylisé, oui, avec une image, avec des tonalités assez plus ternes. Enfin là, c'est plus chaud, c'est plus. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux expliquer comment tu as travaillé ça? Juste revenir. Donc il y a des plans où il n'y a pas Dieu, des choses comme ça. C'est évidemment des choses qui ne resteront pas forcément, ou peut-être, mais il faudrait que je les explique. Où l'étalonnage n'est pas tout à fait abouti, mais ça correspond à peu près à ce qu'il y aura à la fin. Concernant le style, oui, je voulais. En fait, j'avais pas. Sur une histoire comme ça, où il y a un personnage absurde qui vient jaillir dans un récit, j'avais besoin en fait d'avoir quelque chose de réaliste autour pour que ce jaillissement de l'imaginaire ait un contraste, que tout soit pas imaginaire, mais qu'il y ait vraiment ce fantôme de la réalité. Donc j'ai eu des références avec des acteurs pour le tournage, j'ai beaucoup utilisé de références vidéo pour avoir quelque chose d'assez réaliste et pour faire que cette apparition, qui n'est pas une apparition, mais pour faire de cette main, la rendre vraiment tangible et garder cette poésie autour de ce personnage complètement absurde et hyper sensoriel dans le film. Les références, c'est pas la famille Adams. Alors c'est l'inverse en fait. C'est parce que dans la famille Adams, ou même il y a eu pas mal de films avec des mains coupées, souvent la main n'est que le prolongement finalement de la conscience du personnage à qui elle appartenait. Et dans ce film, c'est un peu l'inverse, parce que déjà, quand ils étaient ensemble, elle avait sa conscience. Elle voyait le monde d'une autre manière que lui. Donc il y a déjà... Donc la grande différence est là. Et je pose ma caméra à sa hauteur, vraiment pour filmer et le monde à sa manière, pour l'entendre à la façon dont j'imagine une main pourrait entendre le monde ou le voir. Voilà, donc c'est à mon avis, et j'en fais un personnage principal de ce fait, quoi. Et je peux montrer d'autres extraits. Oui, avec plaisir. Mais ce sont des extraits qui ne sont pas, qui sont des work in progress. Vous allez voir une séquence d'action avec Rosalie. Qui est le nom de la main. Qui est en whip, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la couleur. Vous allez voir un peu tout, il y aura un peu de 3D derrière. Ça, c'est pas du tout le rendu final, vous imaginez. Et là. Donc là, je resitue, la main vient de s'échapper à l'intérieur d'une boîte de conserve et elle se précipite dans une station de métro pour toujours dans le même objectif de retrouver son corps un peu plus loin.
On est sur une mise en scène très, très nerveuse, avec beaucoup de mouvements de caméra. Est-ce que cette séquence est à l'image du reste du film Non, parce qu'il n'y a pas que je fais pas deux fois la même scène, mais en tout cas dans les scènes d'action, il fallait il y a beaucoup de plans en fait. Comme je filme un personnage qui est très petit et je le filme de très proche, nécessairement c'est très découpé pour donner un peu de dynamique à la narration. Donc tout le film n'est pas une scène d'action comme ça. Une fois que cet enjeu-là est réglé, je ne peux pas le répéter. Donc je le raconte différemment. Il y en a d'autres évidemment, mais pas les mêmes. Mais de manière générale, dès qu'il y a une scène le parcours de la main est assez fragmenté, parce que je reste très près de ses sens et tout ça, donc je peux m'éterniser longtemps sur ses doigts ou des choses comme ça. Je peux traîner longtemps sur ses doigts et tout ça, mais nécessairement, le cadre est resserré autour d'elle, donc change beaucoup. Je vais peut-être montrer un autre extrait. Je ne sais pas où on en est du temps. Donc là, c'est un extrait où elle passe dans... 10 minutes, magnifique. Où elle passe dans un petit tube d'aération. Elle atterrit dans une salle de bain. Ouais. Et toi, la bombasse? Je sais pas, 8 heures? Je sais pas, c'est quoi? Tu déconnes. Ouais, je te raconterai. Je te raconterai, je t'ai dit. Y a rien. D'après toi. Vas-y, t'es trop une gamine, j'ai même plus envie de te... Ouais. Bon, allez, je te laisse. Ouais. On dit 8 heures? Ouais. Ouais, c'est ça, allez. Ciao. Voilà. Est-ce que tu veux parler peut-être du travail sur les voix, les sons? Comment est-ce que tu as travaillé avec les acteurs? On a voulu, on a fait une semaine de tournage pour capturer les voix le plus naturellement possible, en fait. Donc on a des prises de voix qui sont issues à la fois d'un tournage live on était dans un studio, donc avec un perchman et tout ça, et on filmait en même temps qu'on enregistrait les acteurs. Ce qui est assez compliqué en fait, parce que si on veut garder les sons, il ne faut pas trop qu'ils fassent de bruit, mais en même temps si on fait ça, c'est pour qu'ils se sentent libres corporellement. Donc il y a quelque chose d'assez complexe dans cette démarche-là, que je n'ai pas résolu complètement, mais en tout cas, voilà, ça m'a donné de la matière. En tout cas, dans la voix, ça a donné un aspect naturel que je voulais. Après, je ne dis pas que corporellement, on pouvait tout utiliser, parce que déjà, une semaine de tournage, c'est relativement court. Et après, on a d'autres envies qui viennent, d'autres propositions liées plus à de l'animation, pour le coup, qui peuvent venir après. Mais c'était assez précieux, oui, d'avoir des voix comme ça. D'accord. Et où en est le film, alors Alors, le film on a démarré le compositing là, on termine l'animation 3D cette semaine, l'animation qui se fait à un studio Gaoshan qui est à La Réunion, parce que tout le film... C'est pas un gros budget ce film-là. Je crois on pourra peut-être me contredire, autour de 3,5 millions. Plus. C'est plus, oui, mais ça c'est les dépassements, Marc. Alors c'est combien? Ah, voilà. Merci. Bon, d'un coup, il y a une augmentation. Je n'ai rien à dire. Ça se fait. Et je ne suis pas au courant de tout. Et donc, j'ai voulu quand même... je savais que c'était un film réaliste. C'est dur de réunir des compétences qui sont capables, en anime 2D, tradi, même moi, je ne suis pas capable de le faire. Je connais plus l'animation 3D, même si j'ai fait un peu d'animation 2D, je connais plus l'animation 3D. Et je la tords depuis longtemps. J'essaye vraiment de faire différent de ce qui peut se faire en animation 3D. Et voilà, donc j'étais plus à l'aise à finalement travailler une animation... assez rapide, même si c'est jamais rapide l'animation, même en 3D,
Mais d'avoir au moins cette souplesse-là, même en termes de mise en scène, de pouvoir me dire que je peux encore changer un layout ou je peux encore changer des choses comme ça. C'était très très organique parce que le temps de fabrication est relativement court, donc nécessairement les étapes se sont chevauchées. Donc j'avais besoin de garder un peu d'avoir cette possibilité de revenir un peu, enfin d'avancer bout par bout, ce qui est beaucoup plus dur en 2D où tu dois vraiment bloquer les étapes de manière beaucoup plus rigide. Et du coup, et après, tout est redessiné par des animateurs et amélioré aussi. C'est pas que de la rotoscopie, évidemment, c'est aussi ils améliorent en donnant tout ce que la 3D ne va pas donner, un travail d'expression, tout ce que enfin, tous les défauts de la 3D, je les palliais avec les avantages de la 2D et inversement. D'accord. Et donc là, vous en êtes au compositing. Compositing, le film devrait être une V1 du compositing sortira, enfin on devrait faire une projection en fin d'année. Où est-il? Et voilà, le but ultime étant de le proposer, d'être complètement prêt en février pour l'envoyer au Festival de Cannes. Voilà. Par exemple. Pas comme ça. Voilà, par exemple. Petit festival sympathique. Est-ce qu'il y a des questions? Je Oui. n'en doute pas un seul instant. Alexis Huneau, oulala. Tu veux pas la Alors, poser il faut plus lui tard reprendre le micro, hein, très rapidement. Sinon, on se voit après, Alexis. Une question de moins de 10 minutes, Alexis, s'il te plaît. Non, c'est super rapide. Quand on voit tes 3 courts-métrages, tu vas de moins en moins vers la narration, et Palmipédarium laisse beaucoup de place finalement au vide. Et là, on voit, c'est les premières images que je vois, il y a beaucoup d'action. Est-ce que c'est ça, quand tu parlais de problématique, d'un seul coup de prendre quelque chose qui est un matériau qui n'a rien à voir, en tout cas qui dépasse vraiment ce que tu as fait avant? Et est-ce que c'est ça une des complexités que tu as eues au niveau de l'écriture? Peut-être, mais en même temps, je sais que j'attends pas de la même chose d'un court et d'un long. C'est-à-dire que sur un long, il y a quand même cette temporalité. Pour moi, enfin, en tant que spectateur, j'essaye de faire des films que j'ai envie de voir. Et je me dis, ce que je peux imposer sur un long en termes d'expérimentation, peut-être de ton et tout ça, est-ce que c'est possible de le faire sur un long métrage? Et est-ce que j'en ai envie de le faire sur un long métrage? Et c'est juste cette réponse-là. J'ai envie que la fabrication soit quand même un peu, même si c'est jamais agréable, la fabrication c'est dur, il y a beaucoup de travail, mais au moins un peu ludique, changeante et tout ça. Ça fait partie aussi de l'expérience de faire un long métrage. Sur Palmipédarium, c'était le dispositif était même, c'était pas très marrant à faire comme film, même si le film je l'assume complètement. Je ne suis pas sûr de vouloir faire 5 ans ou 2 ans de fabrication sur un film comme ça. Et autant je trouve ça, pour moi, ça restera toujours pareil sur le court-métrage. J'ai commencé dans le court et je sais que c'est vraiment le format de prédilection pour moi. Je ne sais pas. C'est fini, je pars. Ah non, c'est bon. Non, je sais pas ça. C'est ta main. C'est vraiment le format où on peut exprimer beaucoup plus, pour moi, des qualités, enfin des graphismes différents, tout en restant abordable par un public. Je l'appréhende un peu moins sur un long métrage. En tout cas, moi, sinon, j'aurais pas fait de long avec une écriture graphique trop difficile. D'autres le font très bien, et je préfère dans ce cas-là faire du court métrage. Voilà. S'il y a d'autres questions. Est-ce que la musique t'a aidé? Parce qu'on l'a beaucoup entendu. Qui est compositeur et est-ce qu'elle t'a beaucoup aidé justement dans le rythme que tu as imposé dans le film? Très bonne question, merci. Ouais. Alors, non, parce qu'en fait, la musique, d'habitude, j'ai l'habitude de l'intégrer beaucoup plus tôt. On l'a intégré un peu plus tard cette fois. Et donc là, je travaille avec Dan Levy, qui est le compositeur du groupe The Do, pour ceux qui connaissent. C'est pas lui qui a fait ça, parce que pour l'instant, c'était de la maquette ici, mais en ce moment, il a commencé à travailler. Il est vraiment super intéressé par le projet, donc j'attends vraiment beaucoup de lui. Et je l'ai briefé il y a 2 semaines, pas plus, là-dessus. Mais super rencontre, donc voilà, j'attends beaucoup. Super. D'autres questions de peut-être quelqu'un d'autre qu'Alexis Huneau? Non? Alors on va s'arrêter. Ah, si, une question là? Je ne vois pas.
moi j'avais juste une question, parce que dans le milieu de l'animation et des jeunes animateurs, on va dire, c'est un film qu'on attend beaucoup, parce que c'est aussi un film qui aborde le genre, même si c'est peut-être pas totalement un film de genre, mais avec un public peut-être plus adulte ou ado-adulte et tout ça. Donc j'avais juste deux questions. C'est comment est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on l'a en tête quand on écrit justement tout ça? Et deuxièmement aussi, est-ce qu'il y a des références de films qui ont été faits, voilà, qui t'ont un peu inspiré et voilà. Alors, c'est vrai que en fait, l'animation adulte, on commence à en avoir. Souvent, elles sont adultes parce que le sujet est grave et comme des sujets de guerre, et c'est très bien pour ça. Enfin, je suis fan de ces films-là, mais c'est plus rare d'avoir des films finalement adultes avec un sujet qui n'est pas la guerre ou des... voilà, je trouve ça un peu plus rare. Et alors qu'au Japon, il y en a peut-être plus, des films, alors je ne sais jamais le prononcer, Satoshi Kon, je ne sais pas. Satoshi Kon. Voilà, des films comme ça, évidemment, me parlent beaucoup, même si je sais qu'en France, c'est impossible à faire, parce que on n'a pas la même culture du dessin, la même organisation, donc c'est un peu un miroir aux alouettes de vouloir faire ça. Non, je suis pas en retard. C'est Satoshi Kon. Revenu des morts. Et la deuxième question que j'ai déjà oubliée. Les références. Pardon, c'était Les quoi références. Les références, donc du coup c'était plus. Ah oui, c'était aussi des films de Ishiko Oshkin. Alors c'est pas facile non plus à prononcer, qui avait fait Junkyard, mais c'était plus dans l'approche mélange, prise de vue réelle, ton adulte. C'est-à-dire j'essaie d'évacuer aussi tout ce que l'animation a tendance à intégrer dans les images, à savoir souvent l'animation, on va dire c'est beau. C'est beau, mais est-ce qu'on dit ça quand on voit une image d'un film live? Est-ce que voilà, j'essaye d'avoir quelque chose de, avant d'être beau, d'être brut dans l'aspect. Je veux pas être dans le maniérisme beau pour faire beau. Je pense qu'une image forte, c'est plus beau qu'une image juste belle. Enfin, si elle peut être forte, si elle est brute, etc. Donc j'essaie de ne pas me perdre ou me diluer dans tout ce que l'animation peut attendre d'un film d'animation. Voilà, donc j'ai essayé d'avoir une mise en scène assez poussée qui m'a pas mal découpé mon film avec des mouvements de caméra qu'on voit peut-être un peu moins, voilà, d'être assez exigeant là-dessus. Voilà. En tout cas, je suis content de savoir qu'il y a des gens qui attendent le film. Est-ce que la prise de vue réelle, ça te tenterait? Ça me tente et ça m'effraie un peu parce que y a des choses que j'aime bien avec les acteurs, d'autres un peu moins. Mais si, c'est quelque chose d'excitant. Je pense que j'aime bien faire des choses un peu nouvelles, donc peut-être que... Pourquoi pas, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Alors, c'est fini. Merci Jérémy. Merci beaucoup. Merci Stéphane.